justement, Lionel, sur ces questions de projet, on imagine facilement qu'en habitat coopératif, la collectivité locale et les projets doivent être intimement associés. C'est-à-dire que ça ne se fait pas, effectivement, la passion d'un promoteur qui dit je vais acheter le terrain et puis je vais m'arranger pour avoir le permis en donnant un petit billet à la journée. Alors, pour faire écho au propos précédent, celui d'David sur l'absence de promoteur, il y a effectivement le cas où la coopérative est son propre promoteur et où même le promoteur de la coopérative est un bailleur social et où la coopérative des membres et du coup elle a recours à un OFS. Et ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure avec le revenu qui pouvait être une variable pour le loyer, c'est évidemment pas d'illustrer une solution qui est massifiable au sens large. J'ai juste voulu illustrer un processus, je dirais, de médiation entre les personnes qui amène des personnes à concevoir leur habitat, à le vivre ensemble et à se mettre d'accord sur une base qui peut être celle des revenus, où on va définir ensemble quels sont les revenus, qu'est-ce qu'on y met, comment on y met. Donc définir ce processus de confiance qui amène à cette solution, qui est évidemment une solution très parcellaire dans ce qui peut être fait. Mais ce que j'ai voulu illustrer, c'est à l'exemple de ce qui a été dit par Eric, c'est-à-dire c'est parce qu'on va gérer la complexité à l'échelle d'un quartier avec des solutions différentes, c'est parce qu'on va permettre à l'habitant, dans quelque chose qui est inextricable pour lui, qui est comment accéder à un logement, est-ce que je dois faire une demande d'allo, quels critères je dois utiliser, quelle est ma chance en fonction des critères d'avoir un logement plus ou moins, est-ce que je dois le faire ou pas le faire, où est-ce que je dois aller, à qui je dois m'adresser, combien de temps je vais attendre, sachant que dans la plupart des cas c'est 5 à 7 ans sur les territoires les plus difficiles. C'est lui permettre de se dire qu'il y a une instance de dialogue avec des personnes qui sont passées par cette galère, qui ont conçu un mode d'intervention qui les a mis dans une dynamique de contribuer et de participer. Et ça, c'est bénéfique pour le bailleur social parce qu'il a des personnes qui ont réfléchi, qui éventuellement sont plus ouvertes à des solutions qui vont être proposées. C'est bénéfique aussi pour la ville parce que quand vous êtes en permanence sollicité sur un sujet, vous avez pénurie, c'est très dur à vivre. On offre en fait une instance de dialogue et de concertation qui peut, à un moment donné, émerger à une solution. On apprend à gérer les téléphones en réunion, on apprend tout ça. Parce que ça fait partie des apprentissages. Ça prend du temps. Et de création du consensus. Et de création après du consentement ou du consensus comme on veut. Je ne vais pas faire une technologue du sujet, mais c'est ça le fond du sujet. Et à partir de ce moment-là, on amène quelque part une interaction. C'est comme ça qu'on recrée la confiance et que c'est comme ça qu'on réinstaure aussi la légitimité de la difficulté des bailleurs, de la difficulté des villes face au phénomène, et qu'on dit, ok, d'une certaine façon, on va trouver les solutions ensemble. C'est ça l'apport des coopératives, telles qu'on les voit dans les différents pays, et évidemment, comme on met les personnes dans une dimension plus propriété collective, le terme propriétaire fait rêver, donc on recrée un peu l'imaginaire dont on a un peu besoin dans un monde où c'est devenu vraiment, surtout en France, très très présent, pas dans d'autres pays. Mais nous, en France, on a ancré cette notion de propriété, mais là, elle est collective. Elle est non spéculative, donc on discute nécessairement long terme. On n'est pas en train de se dire comment est-ce qu'on fait les choses. Et ensuite, on contribue à la solution, et chemin faisant, on va aussi discuter autopartage, on va aussi discuter de autre chose qui contribue tout ça à faire qu'on est accompagné au quotidien, sans que ça pèse en termes de coûts, parce que sinon, vous savez bien que quand on fait les calculs, on a toujours du mal à beaucoup négocier, plus, alors qu'on en aurait besoin de beaucoup plus. Ben là, on autonomise les personnes pour qu'elles obtiennent plus, mais aussi un peu par elles-mêmes, tout simplement. Oui, c'est la gestion du projet qui est essentielle. Oui, et la posture de l'habitant, habitant à l'intérieur du projet pour que cet habitant il soit en dynamique. C'est ça. Qui n'est pas aujourd'hui ou bien l'habitant dans la liste d'attente du logement social, ou bien l'habitant qui rentre dans la bulle du promoteur, qui lui dit mais achetez donc ce T2
Et qui arrive surtout, c'est bien ce qu'avait décrit David, c'est-à-dire aujourd'hui, vous arrivez à la fin du processus. C'est-à-dire qu'on vous vend un logement, mais vous l'avez à la fin. Il faut choisir le carrelage. Vous avez à peu près choisi la peinture, le carrelage, ainsi de suite, mais le mode de vie qui est crucial pour la pérennité au niveau du quartier, il n'est pas discuté. Et cette dimension-là, elle change en fait la posture, la dynamique, et elle nous met, je pense, acteurs on va dire sociaux, elle nous met dans une dynamique un peu plus positive. Différente, on gère le temps différente en tout cas. On gère le temps long. On sait que c'est dur et que c'est long d'avoir un logement, mais au moins on met les personnes dans la dynamique pour pouvoir patienter, pour pouvoir faire quelque chose et du coup faire émerger ensuite un sujet. Merci beaucoup.